Moi, par exemple, en 2020, ma mère, elle savait pas ce que c'était une formation en ligne. Aujourd'hui, ma mère, elle pourrait acheter une formation en ligne. Et dans 5-6 ans, probablement, nos grands-parents pourront acheter une formation en ligne. En fait, le vrai secret, c'est qu'il y a très peu de gens qui donnent, et nous on le sait parce que la plupart de ces challenges-là, on les gère, on voit les montants qui sont spend, etc. En 2025, dès que tu mettais AI sur une headline de créative, tu gagnais 20% de CPL. Moi aussi, tu vois, on me l'a déjà mise à l'envers. C'est généralement tes amis qui te la mettent à l'envers. Tu veux citer des noms? Le petit de Hitchens. Où concrètement les clients étaient en train de dire attends, t'es torse nu, attends, tu fais n'importe quoi, attends, vas-y, délivre bien. Il a pas payé les monteurs, il paye pas les assistantes. Moi je lui ai mis des assistantes en place, il les a pas payées. Je peux te dire qu'il y a un mec que t'as cité, il nous doit de l'argent, tu vois. Nous, ce gars-là, mesdames et messieurs, pour ceux qui pensent que c'est une personne avec une forte confiance en lui, etc. Sachez que c'est un mec qui prend aucune décision business sans parler à son papa. On se retrouve pour ce nouveau podcast avec Alexis Mouly, cofondateur de Closers. Gros écosystème B2B, B2C en sales, donc sur le marché français, plus gros même, je dirais. Ouais, on est les plus gros. Mais Isma en plus n'est plus là, donc je peux le dire. Le but aujourd'hui, c'est de revoir ton parcours, d'échanger en toute simplicité sur toi, comment tu as été amené à créer cette boîte-là, ton parcours aussi en amont, parce que tu dois forcément avoir fait des belles choses pour en arriver là, les erreurs, les échecs d'entrepreneur. Le but, c'est vraiment de revoir tout ça. Est-ce que du coup, on peut commencer par le commencement? Qu'est-ce que tu faisais avant? Ouais, avec grand plaisir. Merci de m'inviter. Avec plaisir. Je commence à dire que j'ai des lunettes parce que je me suis fait exploser l'œil à la boxe hier. Donc voilà, je le montre pour pas que vous pensiez que je sois une personne affecte qui ne veuille pas montrer sa tête ou que sais-je, qui essaie de mettre une barrière devant les gens. Non, non. Juste que j'ai eu un petit problème, un petit pépin. Écoute, la vente a changé ma vie. Je commence comme ça. Je savais pas parler. Moi, jusqu'à mes 13-14 ans, j'étais bègue. Je pouvais pas aligner une phrase. Et même si aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne me croient pas parce qu'on fait des confs, on est à droite, à gauche. Je ferai témoigner ma mère un jour pour lui demander, et elle vous le dira, effectivement, il galérait à parler. Puis je viens d'une famille modeste, on n'avait pas trop d'argent et tout, on n'a jamais manqué de rien, mais quand je me comparais aux gens qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient faire plein de trucs, moi j'étais frustré, tu vois, et je voulais réussir à avoir ma part du gâteau. T'as des exemples de choses que tu pouvais pas faire à l'époque? Ouais, bah tu sais, quand tu vois par exemple tes potes qui partent souvent en vacances, ou qui ont toujours de l'argent de poche, qui peuvent aller au resto, s'acheter une nouvelle paire de chaussures et tout, toi tu peux pas trop, tu vois. T'es pas pauvre, mais t'as pas... T'es pas riche. T'es pas riche, putain. Et moi, j'avais ces trucs-là de, ok, ben écoute, tu sais pas parler, et puis il te manque un peu d'argent, deviens vendeur, parce que tous les vendeurs sont des personnes qui savent parler et qui savent gagner de l'argent. Et qui ont de l'argent, généralement. Les bons, en tout cas. Oui. J'ai commencé à vendre comme ça. Donc t'imagines que ça a été au début compliqué, parce que pour un mec qui bégaye, aller dans le monde de la vente, c'est... Tu vois, les gens disent tu pars de zéro, moi je suis parti de moins quelque chose, tu vois. Puis j'ai commencé à prendre des cols, j'étais évidemment au début très très mauvais, jusqu'au jour où j'ai commencé à être bon, puis j'ai gagné de l'argent, j'ai gagné ma vie grâce à ça. Et en fait, je suis tombé amoureux de ce métier, je suis tombé amoureux de la discussion avec les gens, de la psychologie qu'il y a derrière, de comprendre comment les gens prennent des décisions, comment les gens passent à l'action. Et en fait, d'être bon dans ce milieu qui est malaisant, inconfortable. T'as pris des appels de closing, tu sais ce que c'est. Ça a été ton job aussi. Ouais. Au début, moi aussi, j'avais peur. Tu sais, j'avais peur d'appeler pour une pizza. Genre, j'appelais même pas pour une pizza. Et c'est vrai que la vente, ça débloque énormément de cette façon de parler, cette façon de s'afficher en fait au rejet aussi, parce que on est tous confrontés au rejet dans la vente, des gens qui te disent non. T'en as plein. Et toi, justement, sur ça, t'as commencé, tu me parles de call directement dans des boîtes. C'était quoi tes premières expériences en vente? Je tapais du call, moi, au début. Okay. Ma première 5, 6, 7, 8 mois, c'était de l'appel à froid pour aller vendre du consulting en vente. Okay. Donc, tu vois, j'ai plongé dans le grand bain, mais je suis ultra content. J'ai aussi collaboré, je faisais aussi du call sur le marché américain. Okay, très bien. Et c'était bien, je suis content, j'ai pu développer mon anglais grâce à ça et je m'adressais à un réseau qui a été différent. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a un peu brainwashed, parce que quand tu vois le marché américain et que tu comprends à quel point est-ce qu'ils sont avancés par rapport à toi, les techniques qu'ils ont, l'importance du grind mode, d'être là tous les jours, daily, de taper tes 200, 300, 400 calls par jour, tu dis ok, putain, on est vraiment loin du compte, on est vraiment à la bourre. Et moi, ça a été un peu mon taf. Tu me disais tout à l'heure que toi, aujourd'hui, ce que tu faisais, c'était en gros, t'as récupéré des méthodes qui fonctionnaient et aujourd'hui, tu aides des boîtes à les implémenter sur la partie sales. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait au tout début, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de côtoyer des gars aux États-Unis qui étaient vraiment très très bons dans ce qu'ils faisaient. Et en fait, j'ai réutilisé ces méthodes-là que j'ai vendues à des entreprises francophones. Génial. Et du coup, il y avait une fracture de marché qui était immense, parce que ces boîtes-là étaient à des années-lumière de même se douter comment ça fonctionnait. Et moi, j'arrivais en leur disant, bah, écoutez, il y a telle boîte qui a fait X% de croissance en utilisant telle méthodologie, est-ce que vous êtes chaud ou pas? Et c'était en 2020, tu vois. C'est ce que j'allais dire, t'es arrivé, t'étais vraiment là où, au final, tous les infoproduits se sont structurés aussi en 2020, parce que
le marché était à la bourre, il y avait le Covid, on était tous un peu chez nous et tu avais la possibilité de te dire ok, je regarde ce qui se fait et je le prends et je l'implémente sur le marché français parce qu'il n'y avait rien. Et si tu regardes tous les infoproduits à l'heure actuelle, en tout cas les grosses boîtes qui sont là depuis longtemps, que ce soit du Enfin Libre, du Justine ou tous les autres, Florian, etc., ils datent de là en fait. Donc il y en a qui sont arrivés après, il y en avait déjà qui étaient là, mais qui étaient, enfin il y avait déjà des gars qui faisaient beaucoup de volume, mais c'était vachement déstructuré par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, et personne ne faisait de closing. Je me rappelle l'un des premiers rendez-vous que j'ai eu ici à Marina, à Café Batil, où j'étais avec un mec très connu du marché francophone, qui faisait déjà plusieurs millions par an, qui me dit... Et il me dit voilà, nous on a 200 ou peut-être 300 000 leads, 1000 numéros de téléphone sur un active campaign qui dorment. Et je lui dis il se passe quoi pour ces mecs? Tu fais du follow-up, tu les recontactes comment? Il me dit comment ça? Nous on fait pas de call. Tu vois. Et moi voilà, je me rends compte qu'en fait il y a des mecs qui font plus de 5-6 millions par an et qui ont jamais appelé un seul mec. Et comment moi je te parle de cette époque-là. C'était l'époque où tu faisais du Webi, de la VSL direct et de la vente directe à la fin du Webi, tu vois. Avec des bons stripes qui tombaient, des pages de commandes. Et du coup, il n'y avait que des relances mail. Et du coup, les conversions, elles étaient à peu près... normalement, c'est autour de 10% ou 5-10%. Ouais, 10%. Après, comme c'était, entre guillemets, pas tout à fait le début, il y avait déjà des webis depuis 5, 6, 7 ans, mais c'était une époque où il y avait des mecs qui commençaient à comprendre des trucs, où il y avait quelques gars qui, des fois, les tout premiers qui ont mis des closers, c'était en 2019 sur le marché, tu vois, mais c'était même pas un système où tout le monde pouvait prendre un Calendly et taper du call. C'était vraiment un truc où dans un premier temps, les gars redirigeaient sur une page de vente pour aller récupérer leurs 5, 6, 7, 8% de taux de conversion. Et après, ils proposaient d'aller prendre un call pour les gens qui avaient encore des questions. Et là, ils redirigeaient quelques dizaines de calls ou centaines de calls sur des Calendly, dizaines de calls sans doute à l'époque. Mais c'était vraiment l'époque où personne ne rappelait personne. Enfin, c'était, tu vois... Et c'était Yacoubi qui disait ça, le cash se cache dans les relances. Il a dit ça dernièrement et c'est tellement vrai. Je l'ai sorti dans une vidéo YouTube hier. Mais ils étaient déjà sur du high ticket ou c'était pas du tout? Ouais, c'était du high ticket, ouais. Okay. Mais est-ce que du coup, si... Avec, tu me dis qu'ils relançaient à la fin, tu vois, aux prémices vraiment que du mailing. Du closing. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'y avait pas toute la partie humaine derrière et ils étaient à 10%. Donc, c'est des mecs qui arrosaient déjà en ads, tu vois, sur Facebook à l'époque, qui faisaient rentrer des mecs, opt-in, invitation à un Webi, ça faisait le Webi, puis ensuite, en fin de webinaire, ça redirigeait sur une page d'achat directement, une page de vente, tu vois. Et tu partais sur ta page de vente et tu passais à l'action et tu payais toi-même. T'es 1000, 2000, 1200 euros, 2 fois, 3 fois. Après, il y a eu de l'Evergreen, mais là, sur les très gros events, en général, c'était du live. Et ensuite, après ça, les mecs disaient, bah, écoutez, s'il y en a encore des gens qui ont des questions, voilà, on a une petite équipe d'experts qui peut vous prendre au téléphone pour discuter avec vous. Et ça réussissait à aller booker quelques dizaines ou centaines d'appels, tu vois. Et c'était vraiment les prémices des prémices. Donc moi, je suis arrivé, nous, on est arrivé, parce qu'après, bon, j'ai rencontré mon associé avec qui j'ai fondé mes premières boîtes. Mais on est arrivé à ce moment-là, en fait. Il n'y avait personne. Mais d'ailleurs, il y avait tellement personne que même nous, on avait du mal à y croire. Tu sais, c'était un peu ce moment où on se disait, putain, est-ce qu'on n'est pas trop tôt? Est-ce que... Je sais pas, en fait, tu vois. T'arrives, tu te dis, ok, personne fait ça. Est-ce que je vais essayer? Est-ce que je vais être assez bon pour que les gens adoptent ça? Est-ce que je suis pas trop tôt sur le marché et en fait, personne va être intéressé parce que les taux de compte vont être ultra intéressants sans avoir besoin de closer ou de partie commerciale? C'est ce que j'allais dire. Si tu à 10-15% sans avoir de closer, sans avoir d'humain, quand tu vois ce que ça prend derrière en termes de charge mentale, tu te dis, bon, à la rigueur, je perds 20%. 10-15%, mais j'ai pas de gestion à gérer, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de team à payer et c'est juste du bénéf. Absolument. Tu vois. C'est pour ça que j'allais te poser cette question-là. Pourquoi, d'après toi, avec cette expérience-là, les gens sont passés sur le marché du closing si tu récupères juste 10-15 points et que derrière, tu as tout l'humain à gérer? Oui, bien sûr, c'est simplement un sujet de marché. C'est qu'en fait, le mass market, enfin, tu vois, c'est assez drôle de faire ça, mais moi, par exemple, en 2020, ma mère, elle savait pas ce que c'était une formation en ligne. Aujourd'hui, ma mère, elle pourrait acheter une formation en ligne. Et dans 5-6 ans, probablement, nos grands-parents pourront acheter une formation en ligne. Et tu vois, ça revient du coup à une discussion que j'ai eue avec, encore une fois, un très gros, et c'était vraiment au tout début. Et je lui disais, mec, mais attends, comment ça se passe? Comment c'est possible? Ça fait 5-6 ans que tu fais des webis, tu fais quelques lancements par an, tu fais plusieurs millions par an. Comment tu vends encore tes putains de mêmes trucs chaque année au même type de gars? Et pas lui, mais son associé m'a répondu un truc dingue. Il m'a dit, tu sais... Tous les ans, il y a 1 million de personnes qui deviennent majeures en France. Et en fait, c'est tout. C'est qu'en fait, à l'époque, tu avais un marché qui se renouvelait bien plus. Et à l'heure actuelle, on est sur un système où, tellement qu'il y a d'argent qui est dépensé, les gens et les entreprises vont reach
des audiences qui sont beaucoup, beaucoup plus larges. Tout le monde se bat sur les mêmes audiences. Et en fait, une personne une personne qui est sur un webi aujourd'hui a probablement déjà regardé 1, 2, 3, 4 webinaires dans sa vie. Donc elle sait comment ça fonctionne. Et c'est ça qui commençait à arriver déjà en 2020, où il y avait de plus en plus de webis, les gens savaient que c'était rentable, ça dépensait beaucoup d'argent. Et les mecs se sont dit, ok, putain, en fait, comment est-ce qu'on fait pour réussir à gratter des points de conversion ? Et c'est là où la partie closing a déjà commencé à être intéressante, tu vois. Et tu vois, j'y ai pensé ce matin et tu vas me dire ce que tu penses de ça. J'ai eu cette réflexion-là. Je me suis dit, ok, là on est sur une ère où Marvin Ndiaye, Mathis Chloé et plein d'autres te disent, fais du contenu, balance 5, 6, 7, 8 contenus. Tu les vois, des fois ils en envoient même 24. Tu te dis, ok, ça a posté toutes les heures, je sais pas comment ils font, ils ont des équipes de monteurs derrière. Et moi, je me suis rendu compte que, en fait, ils donnent ces stratégies-là, ils disent, ok, toi t'es nouveau sur le marché, tu développes cette strat-là. Sauf qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont juste en train d'éduquer encore plus le marché, de dire aux gens, ok, vous devez investir, vous avez des problématiques, donc les personnes montent en conscience. Et derrière, en fait, ils les éduquent pour les gros poissons. Si on réfléchit bien. Parce que les débutants, en tout cas les nouveaux sur le marché, ils n'auront pas toute la structure commerciale derrière pour faire la différence. Ils n'ont pas les mêmes campagnes de nurturing. Ils n'ont pas toute la structure. Donc moi, par exemple, je suis un prospect, je prends un call, ok, pour scaler mon business, je vais prendre un call avec Mathis, avec Marvin et avec d'autres, avec un débutant. Même si avec le débutant, j'ai directement le call avec lui, donc il y a plus de trust, en fait, lui, il n'a pas la même structure que les deux autres. Ils sont pas structurés commercialement de la même façon. Donc moi, forcément, je vais avoir tendance à aller chez les deux autres. Et ça, je sais pas toi si tu l'as remarqué, où tu vois, on te dit fais encore plus de content, on met tout, les gens te disent passe 50% de ton temps à faire du marketing en tout cas, mais c'est peut-être pas forcément la solution, tu vois, quand tu débutes en tout cas. Je sais pas si t'as du... Ouais, écoute, c'est assez drôle parce qu'en fait, là, cette vague qu'on a aujourd'hui dans gros coach de coach, les gens pensent que ça existe que depuis aujourd'hui, mais moi, je peux te sortir des blases de mecs qui étaient là en 2021, qu'aujourd'hui, plus personne connaît, qui faisaient des millions par mois en coaching de coach. Et en fait, aujourd'hui, c'est la trend du content, mais à l'époque, par exemple, je te parle à l'époque, il y a de ça 3-4 ans, c'était la trend de la prospection Instagram. C'est-à-dire que il y a une époque, les gens ici qui ont été coach, thérapeutes ou quoi, dans les années 2021-2022, tout le monde recevait genre 50 messages de prospection par jour sur Instagram. C'est encore le cas, mais beaucoup moins qu'avant. En tout cas, il y a eu cette trend où il y a eu un énorme spike de prospection et c'était vraiment agressif. C'était la prospection en plus qui était très mal faite parce que c'était les premières vagues de prospection. Les gens envoyaient du message copier-coller toute la journée et ça s'est essoufflé parce que du coup, il y a eu un point où des gens ont été rentables grâce à ça. Et en fait, quand toi, tu es le premier de cette vague-là, il y a plein de gens qui veulent faire comme toi, devenir coach de coach. Donc, ça crée encore plus de coach jusqu'au moment où tu reaches le point de marché, où tu peux plus récupérer de nouvelles personnes parce que personne n'est intéressé par ça. Et du coup, il y a eu une descente. Et là, il y a eu cette nouvelle vague avec des mecs avec en tout cas des personnes qui, par exemple, utilisent le sujet de la créa de content comme outil de nurturing puissant. Je suis 100% d'accord, c'est ultra puissant. Je suis le premier, d'ailleurs, moi je poste 5-6 contenus par jour aussi, tu vois. Moi aussi, j'essaye. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une équipe qui s'en occupe et merci à vous les gars encore une fois. Mais en tout cas, voilà, nous aussi on essaie de faire ces trucs-là. Mais en fait, si tu regardes bien, c'est juste exactement la même tangente. C'est-à-dire que là, il y a eu ces premières personnes qui ont commencé à faire du post et ça va en faire de plus en plus, etc. Jusqu'au jour, en fait, l'argent que tu investisses, là, je te retourne sur investissement, il sera plus intéressant pour toi parce que la vérité, c'est que tu les payes, ces équipes. Tu les payes soit au CPM, soit à la commission, soit en fixe. Et là, pour l'instant, du temps que c'est rentable, les gens vont investir. Mais si dans un an et demi, poster 10 contenus par jour, ça te coûte 2 fois plus d'argent que ce que ça te rapporte, il arrive un moment où structurellement, tu pourras plus te le permettre et du coup, les gens vont arrêter, tu vois. C'est juste des tendances pour moi. Et ça, c'est la trend actuelle. Et il y en aura une autre qui va arriver par la suite. Et nous, c'est aussi un peu la chance qu'on a parce que comme on est là depuis longtemps sur le marché, on voit en fait ces trends se dessiner et on a du recul et on voit les gens monter, gagner beaucoup d'argent, puis en perdre beaucoup, puis en regagner et surfer sur ces fameuses tendances que le marché suit en fait. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu des tendances et ça se ramène aussi à la psychologie où en fait le cerveau humain, il a besoin aussi de nouveautés. Et donc, t'es sur une nouveauté, tu vois que ça fait un petit truc, tu vois, dans le cerveau reptilien. Les gens, au fur et à mesure, ils sont éduqués, ils se disent, ok, on va continuer là-dessus. Ils ont toujours la tendance d'acheter parce qu'ils savent que c'est ce qu'il faut faire, entre guillemets, ils sont influencés par le marché. Et en fait, quand ils arrivent à la fin, ils se disent, c'est bon, ils nous ont tous gavés avec ça, arrêtez. Et du coup, il faut réinventer une nouvelle tendance. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, la VSL, par exemple, il y en a plein qui disent, il faut plus forcément, c'est plus ce qui fonctionne le mieux. Et qu'on voit de nouveaux funnels qui émergent, c'est parce que tu as ce truc où les gens ont vu toujours les mêmes ads, ont vu toujours les mêmes systèmes en termes de VSL, et que les gens savent ce qu'il y a derrière, ils savent qu'on va leur vendre exactement comment on va leur vendre, comment c'est structuré, et donc il y a des nouveaux funnels aussi qui voient le jour.
Ouais, bien sûr. Enfin, là, il y a évidemment plein de sujets Oui, qui sont extrêmement complexes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça de manière globale, mais en fait, ça dépend toujours du cas spécifique, du produit que tu as, de la niche sur laquelle tu es. Pour revenir au début de ton propos, je pense que le sujet qui est le plus parlant là-dessus en ce moment, c'est l'AI. Tu vois, sur 2025, nous, on l'a vu, tu regardes tous les gros challenges qu'il y a eu, c'était leur value proposition de base plus AI. Mais en fait, pourquoi les gens font ça? Parce qu'il faut se poser la question. Pourquoi en 2025, tous les challenges qui ont fait plus de 5 millions de CA, c'est des challenges dans lesquels il y avait AI sur les subtitles ou sur les headlines des créatives? Ils jouent sur le FOMO. Ils jouent sur plusieurs biais cognitifs où ils se disent, enfin c'est ce que je pense moi, c'est juste des biais marketing où ils jouent sur le cerveau en se disant tu vas manquer l'IA. Si d'ici quelques années, bah, tu n'es pas formé à l'IA, tu vas être en retard. Donc tu vois, c'est juste te dire, ok, en fait, je vais être en retard par rapport aux autres, tu vas manquer une opportunité. En fait, ils corrèlent juste les biais, ils reprennent juste en fait ce qui se passe dans la société parce que l'IA est au cœur de la société. Ils disent, si t'es pas formé à l'IA, tu vas rater quelque chose et en gros, tu vas rater ta vie à terme. Donc c'est juste Et selon toi, la quelle corrélation. a été la conséquence de ça? C'est-à-dire, Ben, le fait d'utiliser ce terme AI ouais. et donc de jouer sur toute cette série de Ouais. points mentaux chez les prospects, quelle a été la conséquence de ça, selon toi? Bah, c'est beaucoup plus de chiffre d'affaires pour ces boîtes-là. Alors, c'est surtout un CPL qui est diminué de 25%. Ah En bon, fait, c'est ça le secret. 25%. En moyenne, oui. En fait, le vrai secret, qu'il y a très peu de gens qui donnent, et nous on le sait parce que la plupart de ces challenges-là, on les gère, ou en tout cas on a des équipes dedans, et on voit les montants qui sont spend, etc. C'est qu'en fait, sur beaucoup de ces personnes, en 2025, dès que tu mettais AI sur une headline de créative, tu gagnais au 20% de CPL. Ah ouais. Donc, un prospect égal te coûtait 20% moins cher en 2025 si tu mettais AI dans ton headline. C'est dingue. Mais comme par exemple, à prospect égal, le CPL triple, quadruple sur un produit crypto si tu es en bull run ou en bear market. Ouais, c'est clair. Et nous, on le sait. C'est-à-dire que, les gens, encore une fois, mais c'est-à-dire que c'est juste un système de tendance, le marché. Et quand tu te bats, que ça soit sur du pay traffic ou donc du inbound ou du outbound, que tu fasses du contenu ou que tu fasses du pay traffic, le marché suit tout le temps des tendances. Et la réalité, c'est que là, par exemple, aujourd'hui, vas-y, lance des créatifs pour proposer des gens une nouvelle stratégie d'investissement sur le BTC. Je suis curieux de voir les CPL que tu vas avoir. Tu fais exactement ce même lancement Il y a un en septembre ou en juillet de l'année dernière, quand le BTC avait spike, en fait, tes CPL étaient 4 fois moins élevés. C'est hyper intéressant. Et du coup, toi, c'est là où tu te renseignes à fond sur tout ce qui est politique, tu vois, sociétal, etc., où tu as des équipes qui gèrent ça. Parce que du coup, c'est lié indirectement à ce qui se passe dans la société. Bien sûr, alors nous, on se renseigne, on est tout le temps alerte et en plus, on aime bien gratter un petit peu, on est tout le temps connecté, on voit ce qui se passe. Maintenant, moi, je dois avouer que cette partie-là de gestion de clients et stratégie, c'est pas moi qui m'en occupe du tout, c'est mon associé, Alex, qui est un génie là-dedans, qui est le mec le plus fort que j'ai rencontré de ma vie à ce sujet. Il est juste trop bon. Et voilà, après, évidemment, nous, les infos qui nous viennent, on les a parce qu'on connaît les gros médias buyers du marché, on les connaît, les gens qui font les strats, on les connaît, les grosses agences, on les connaît, donc les informations circulent extrêmement vite. Mais voilà, c'est un truc qui est peut-être intéressant et que les gens n'ont pas trop conscience. Mais en fait, quand vous voyez qu'en 2025, il y a eu des titres AI de partout, l'idée derrière, c'était juste de diminuer les CPL pour augmenter la rentabilité, tu vois. Pas forcément le chiffre d'affaires indirectement, mais surtout la renta directe, le ROS. Et c'est là où on a vraiment la vision et la différence, tu sais, de vision entre un entrepreneur qui fait du 150 000 euros et toi qui fais, je sais pas si on peut donner les chiffres plus ou moins. Ouais, écoute, on a en gros sur 2025, officiellement, c'est plus de 20 millions de volume d'affaires générés. Donc, il y a une différence entre les deux, entre quelqu'un qui fait 100 000 et toi qui vas chercher beaucoup plus, parce qu'on voit là l'état d'esprit d'optimisation où tu regardes vraiment à l'intérieur du business et tu as une vision aussi lointaine. Tu n'es pas là juste à te concentrer sur, OK, est-ce que je vais faire 5 réels? Est-ce que je vais faire ça? Tu comprends pourquoi tu dois le faire et pourquoi les strats sont à mettre en place. En fait, encore une fois, et ce qui est intéressant, c'est que le gars qui fait 50K par mois, il ne doit pas faire ce que nous on fait. Genre, un mec qui est entre 0 et 50K, la seule chose sur laquelle il doit se concentrer, c'est contacter plus de personnes, parler à plus de gens, vendre plus son offre. Basta. Et bien délivrer pour avoir potentiellement de la reco et puis des mecs satisfaits. C'est la seule chose qu'il doit faire. Mais nous, en fait, quand on a des équipes sur lesquelles on traite plusieurs centaines de milliers de prospects par an, en fait, 1% de taux de conversion en plus,
Ça fait des centaines de milliers d'euros à la fin de l'année. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est qu'encore une fois, quand toi, tu as tes, 50 leads par mois ou 100 appels téléphoniques par mois, que tu closes à 25% et que tu fais 54 CA, c'est génial. Et en fait, tu ne dois pas faire plus que ça. C'est exactement ce que tu dois faire. Par contre, quand tu dépenses 300 000 euros en pub par mois, que tu obtines à l'année, je sais pas moi, 250 000 prospects, 1% de taux de conversion, ça fait potentiellement 1 ou 2 M en plus à la fin de l'année en chiffre d'affaires. Ou au moins des centaines de milliers d'euros. Et en fait, on ne se base juste pas sur les mêmes problématiques. C'est-à-dire que nous, on se base sur les problématiques. Alors, on a aussi des petits clients, entre guillemets, qui font 70, 100, 150, 200 cas, etc. Mais sur de très gros clients où on discute de millions ou potentiellement quasiment de dizaines de millions d'euros sur des lancements, ce n'est pas du tout les mêmes sujets, en fait. C'est-à-dire que le gros du travail, on le connaît, on prend des gens au téléphone, on fait des prêts, on compte des objections, on fait passer à l'action. Mais il y a un truc qui est plus intéressant, il y a un truc qui est... en dessous de ça, c'est comment est-ce qu'on shift, quel est le petit truc malin qu'on trouve pour réussir à aller gratter 1, 2, 3 points de conversion. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est pour ça qu'on est tellement bon. Et c'est pour ça qu'il y a très peu de bons vendeurs en France et que moi, j'estime qu'on est très, très loin devant. C'est juste parce que nous, notre travail, c'est de l'optimisation. C'est-à-dire que moi, alors que je pourrais ne plus faire ça, je pourrais prendre un coach à ma place. Je suis en coaching tous les jours avec des sales. Tous les jours de ma vie, je suis en coaching avec des sales. Là, tu vois, on finit 1 heure plus tard après... j'ai un coaching, je prends des feedbacks, je modifie des trames, je suis en contact sans arrêt avec les managers, tout le temps. Et en fait, évidemment que quand tu fais ça depuis 4 ans, tous les jours de ta vie, tu comprends le marché, tu comprends les tendances et tu sais quelle optimisation mettre en place pour modifier des résultats, tu vois. Et ça, tu vois, ça c'est un vrai skill, c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire vis-à-vis du sales, parce que les gens se rendent pas compte en fait qu'il faut toujours améliorer, qu'il faut toujours comprendre aussi pourquoi une vente a lieu. Tu vois, qu'importe ton niveau, mais moi c'est ce que je fais aussi avec mes clients, c'est-à-dire que j'optimise absolument tout et je leur dis pas juste tiens prends un script, regarde-le, parce que tu as plein de petits points à regarder et c'est là aussi où le cash se joue, tu vois, parce que ok tu peux avoir des leads, mais si derrière tu as une conversion où tu te dis t'as un show up rate par exemple à 70%, bah, va chercher plus, t'as un cash collecté par call qui est 10 fois inférieur au prix de ton offre, va chercher en fait, et les gens ils cherchent pas à optimiser, ils cherchent à avoir plus de volume dans leur business, ils se concentrent pas sur le cœur, tu vois. Et ça, du coup, c'est hyper smart ce que tu viens de dire vis-à-vis de l'optimisation. De dès que tu vois qu'il y a des petites choses à optimiser, tu l'optimises. Parce que c'est là, en fait, que tu vas aller chercher le maximum de marge. Sur le marché francophone, les gens sont pas prêts à faire ça parce que les gens sont très OK d'investir sur la partie acquisition, mais personne ne met de l'argent sur la partie conversion. Ouais. Tu le sais, c'est ton travail, donc tu sais à quel point plus compliqué de convertir des gens. Après, bon, la bonne nouvelle, ce qui compense ça, c'est qu'on est très bon en vente. Donc en général, on arrive à s'en sortir grâce à ça. Mais ouais, écoute, on est sur un marché où les gens, le marché francophone, les gens n'aiment pas la vente, n'aiment pas parler d'argent, donc c'est pas OK pour eux. Mais du coup, ils se rendent pas compte qu'en fait, les investissements qu'ils font sur la partie acquisition, sur la partie acquisition, ils payent des agences pour faire des créatives, ils AB-testent des créatives, ils AB-testent des campagnes, etc. Et eux, par contre, sur la partie vente, ils veulent mettre un closer un jour avec le mec qui soit à 70% de taux de conversion le lendemain et que tout se passe bien. Non, c'est le même système. Tu mets des choses en place au début, tu récupères de la data, tu prends des feedbacks, tu modifies des choses, tu refais un testing, tu récupères la data et juste, là où si tu es meilleur, tu arrives à réduire au maximum la feedback loop, faire des propositions qui sont plus intelligentes et à plus rapidement trouver des taux de conversion qui sont valables, tu vois. Totalement. Mais c'est le même système, que ce soit sur la partie acquisition de trafic, conversion de trafic, délivrabilité de ton produit. C'est t'essayes un truc, tu prends des feedbacks, tu réimplémentes, tu réessayes, t'avances. C'est clair. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y en a plein qui avancent pas ou qui, font beaucoup de cash au début, entre guillemets, parce qu'ils ont une bonne acquisition, mais qui après ne vont pas plus loin parce qu'ils te disent ok, regarde combien j'ai de leads, entre guillemets des coachs, regarde combien j'ai de leads, regarde le chiffre d'affaires que je fais rentrer avec une conversion mauvaise, mais ça ils montent pas les datas, et qui en fait derrière se concentrent ni sur vraiment la partie conversion, ni sur vraiment la partie delivery, et qui du coup dans 6 mois, 1 an, on les voit plus, on n'en entend plus parler, parce que ils investissent énormément de temps et le retour temps investi ROI n'est pas là, derrière cash qui rentre. Et ça, on le voit beaucoup. Mais du coup, pour revenir sur la jeunesse de ta boîte, parce que là, tu fais un très très beau chiffre d'affaires, tu es bien entouré aussi de ce que. Alors, c'est le volume d'affaires qu'on génère. C'est pas le chiffre d'affaires de Closer, ça, je pourrais pas le disclose. Oui, bien sûr. Et par contre, parce qu'en fait, Closer, aujourd'hui, c'est pas uniquement des entreprises qu'on accompagne, il y a aussi du consulting, il y a plein de trucs qui se passent. Mais en gros, en volume d'affaires généré pour nos clients en 2025, on est à plus de 20 millions. Ok, trop bien. Et du coup, comment
t'es arrivé, parce que du coup, tu étais sur le marché américain, tu t'es dit, je vais mettre ça sur le marché français directement. Comment tu as réussi à créer cette structure où tu as une partie closing? Moi, je te connaissais parce que j'ai travaillé chez Ismaël principalement pour la partie formation, académie de closing. Je te connaissais un peu aussi par la partie B2B quand je me suis vraiment lancée sur le marché B2B. Comment tu as créé vraiment cette synergie donc positive entre les deux pôles? Ok. Donc ça, évidemment, c'est un point intéressant. Il y a beaucoup de gens qui nous comparent, disons, avec des acteurs de la formation sur le closing en francophonie. Et c'est le jeu, c'est OK. Nous, on ne fait pas de formation. Et c'est encore une fois une idée reçue, mais peut-être qu'effectivement, comme il y a écrit closing, closers, les gens pensent qu'on fait de la formation. Ça n'a jamais été notre travail. On n'a jamais fait de formation. Moi, mon job, c'est pas de former des personnes. Okay. Mon job, c'est de prendre des entreprises, de leur faire générer plus d'argent grâce à la vente. En fait, voilà comment c'est. Après, je reviendrai sur l'autre partie de ta question. Mais comment ça a commencé? C'est extrêmement simple. Alors, j'étais sur le marché américain, c'est un gros mot. Oui. Non, j'étais pas sur le marché américain. J'ai collaboré en tant que prospecteur au fond d'une cave à prendre des appels pour essayer de vendre des projets. Mais en tout cas, j'ai eu cette chance de côtoyer des personnes qui étaient extrêmement compétentes, de récupérer leurs compétences, leur knowledge et de l'utiliser pour le vendre à d'autres personnes. Voilà, simplement, il y avait une anomalie de marché. Le marché américain est bien plus évolué que le marché francophone. Je suis arrivé sur le marché francophone, j'ai vendu des trucs, c'est très bien passé. T'as été smart. Merveilleux. J'ai été malin. Voilà. Et ensuite, je rencontre mon associé et on se dit, putain, il y a plein de gens qui ne savent pas vendre en France, en tout cas en francophonie. Nous, on veut aider des gens francophones à savoir vendre. Et là, en fait, on commence à faire au début que du B2B. Moi, c'est-à-dire que pendant les 3 premières années, deux et demi, 3 premières années de ma boîte, j'avais pas fait un seul contenu, pas une seule vidéo. Personne me connaissait dans le mass market. Les seules personnes qui me connaissaient, c'était les chefs d'entreprise, en fait. Parce que on a toujours eu un bon réseau sur la partie B2B parce qu'on faisait du bon travail et qu'on est sérieux. Sur le B2C, personne ne nous connaissait, tu vois. Et en fait, nous, l'idée, c'est qu'on commence à faire du consulting, on accompagne des boîtes, il y a des bons résultats, on accompagne sur du recrutement, du management, de la strat commerciale, data analyst, tous ces termes pompeux que tu connais très bien. Jusqu'au jour où, en fait, mais là, je te parle encore une fois de 2020, 2021, dans ces eaux-là, t'as des mecs qui nous disent, ouais, mais en fait, moi, je veux pas... Moi, ce que je veux, c'est que tu mettes une équipe de vente en place, tu vois. En done for you? Ouais, en done for you. Mais encore une fois, en 2021, nous, on se dit, putain, c'est pas con, ça, en fait, comme idée. Moi, je me rappelle très bien comment c'est passé. Donc, on va sur je pourrais pas dire le nom, mais on travaille sur un client qu'on doit accompagner sur du consulting. Je te parle en 2021, un mec que personne ne connaissait. Qui est connu maintenant, du coup, si tu dis maintenant. Très connu maintenant. Et je dis, en fait, moi, je prends l'école. Donc, c'est-à-dire, moi, je prends d'école. Et en fait, l'idée, c'est moi, je prends d'école pour modifier un peu les trames de vente, discuter stratégie avec lui et tout. Je prends d'école, j'encaisse bien, etc. Et il me dit, en fait, tu sais quoi, frérot, moi, je veux pas tout ça, là. Moi, juste, ce que je veux, c'est 10 mecs comme toi qui s'occupent de ma vente. Et je suis très OK de te payer 10, 15, 20 points en plus, mais juste, vas-y, je veux pas avoir à gérer ces trucs, en fait. Ça me prend trop la tête. Et j'en parle à Alex, je dis, putain, en fait, c'est fou, frère. Parce que moi, l'idée, c'est que, bon, j'étais très bon en vente déjà, mais en fait, en l'espace de, je sais pas, peut-être, vraiment, j'avais été très performant. Donc, je sais pas, en 15 heures dans le mois, je facturais 2005, 3000 euros de commission. Mais moi, je le faisais juste pour récupérer du feedback. Je le faisais pas pour performer, je le faisais pour récupérer de la data, tu vois. Et en fait, il m'a dit, mais gros, qu'est-ce qui se passe si on prend 10 mecs, qu'on les met là-dessus et qu'on leur met half commission et nous, on prend le half back? En fait, ça fait de l'argent, tu vois. Et en fait, c'est comme ça qu'on a créé le modèle. Okay. Qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le modèle de l'agence de closing, mais nous, dans notre tête, c'est comme ça, on se dit, mais attends, frère, c'est une dinguerie. Moi, je suis allé sur une boîte, j'ai pris genre, je sais pas, 20 calls dans le mois, ou je sais pas, 20 calls dans le mois, j'ai facturé 3000 balles. En fait, si on prend 10 mecs comme moi et qu'on fait half-half, ouais. Bah on fait 10, 15, 4 et l'autre, il me redonne un pourcentage en plus, mais c'est parce que du coup, je lui gère ça. Absolument. Et puis en plus, je gère sa team, et moi, je lui fais des feedbacks stratégiques, et moi, le B2B, c'est mon taf, donc on fait des feedbacks stratégiques, et ça fonctionne bien. Vas-y, viens, on fait ça, mec. Sauf que moi, tu comprends qu'on parle encore une fois de 2022, il n'y a que le B2B qui me connaît. Mec, j'allais, enfin, on a fait des trucs drôles, mais j'allais chercher, moi, au début, des vendeurs sur LinkedIn. Je prospectais des vendeurs sur LinkedIn. C'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Donc ça, les gens disent qu'on fait de la formation. Je prospectais des vendeurs sur LinkedIn, carrément. Je les prenais. Alors oui, on les formait, mais ils ne payaient pas. Hein. C'est-à-dire que moi, je les prenais, je leur mettais une semaine, et les gens me connaissent un petit peu parce que je suis un mec dur en coaching. Je les prenais une semaine où je les arrachais, pendant une semaine du RP tous les jours. Il y a besoin des fois. Kick-off à 6h du mat, etc. C'était une guerre. Je pourrais faire témoigner des gens qui travaillent avec nous depuis, qui collaborent avec nous depuis 4-5 ans. Ils me disaient, ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu une époque où moi, c'était kick-off du lundi au lundi à 6h du mat, heure française.
Tu venais pas 2 fois d'affilée, Dégage. tu sortais Ouais. direct. C'était sharp. Mais il y a tu vois. besoin, si tu veux. Et je pense que tu vois, quand tu es sales, tu as besoin de te mettre cette discipline-là. Si tu vas pas chercher, si tu te mets pas face au rejet, si t'es pas là à sortir de ta situation confortable, tu vas pas être un bon sales. 100%. Genre, va te bouger, va sortir, va appeler tes calls, va. Tu sais, nous, chez Isma, ce qu'ils faisaient au début, moi, j'étais pas là, mais ils nous avaient raconté ça, la certification, ils la faisaient passer uniquement les soirs de pleine lune. Tu vois? Genre, frérot, si tu la fais pas passer, si t'es pas là et que t'as pas envoyé ta certif un soir de pleine lune, tu la passes pas et t'attends la prochaine lune. Donc, si tu veux bosser, bouge-toi si tu veux avoir des mises en relation. Et tu vois, nous, on faisait du call calling, c'était tu vas taper tes calls et pendant 1 minute 30, tu dois être là au téléphone. Et ça te permet en fait de te dire, vas-y, on se challenge, on est là et on est face au rejet et t'es obligé de te mettre des trucs pour le faire, pour sortir de ta zone de confort. 100%. Tu vois. Et donc Ça, moi les là, gens je te parle vraiment Ouais. je te parle d'un moment où Closers N'existait n'existait pas du tout. Nous, c'était vraiment une petite boîte qu'on avait créée. Et voilà, et donc tu vois, et on se dit, vas-y, bon, on le fait une fois. Et en fait, on le fait une Ça fois, marchait. et ça fonctionne de dingue. On se dit, putain, T'as trouvé des bons sales? Parce que si tu vois les sales maintenant, bon, il y en a des bons, mais ils sont pas tous bons. T'as réussi à Non, trouver. j'ai trouvé des mecs Tu les as formés. qui avaient la dalle Mm. et qui étaient prêts à se faire coacher. Ok. Je les ai pris, ils ont rien payé, je les ai arrachés, ils ont commencé à prendre des appels, et ça a performé. Et en fait, ça a commencé comme ça. Sauf que ça a commencé comme ça, à une époque, personne ne le faisait. Donc tu fais ça, tu as un nombre de recommandations qui te tombent dans la semaine, parce qu'en plus, quand tu le fais avec un gars qui connaît un peu tout le marché, bah, les contacts arrivent vite. En fait, on se retrouve en l'espace de quelques semaines à devoir gérer 5, je sais pas, 5, 6 sales teams, tu vois, ou peut-être 3, 4 sales teams, je sais plus, j'en ai aucune idée. Ah oui, un sales team avec combien de personnes à chaque fois? Plus ou moins? Je sais pas, bah, au début c'était que du closing, donc je sais pas, peut-être 3, 4, 16 dans chaque équipe. Ça commence à faire beaucoup. Mais on Enfin, se dit, c'est- mais en fait, donc très vite, on a besoin. Et puis en plus, comme ça fonctionne, les mecs scalent les budgets, donc il y a plus de leads. Donc on se dit, mais en fait, on va pas tenir, tu vois. On va pas tenir du tout. Et donc nous, ce qui fait que les gens pensent qu'il y a de la formation, mais encore une fois, ce qu'on n'a jamais fait, c'est que nous, il y a eu un moment où on a dû recruter du monde, tu vois. On a dû recruter des mondes. Et en fait, à ce moment-là, le mieux qu'on ait fait, c'est run des ads en mode, ben, on a besoin de personnes qui viennent collaborer avec nous. Et ces personnes, dans la mesure où elles avaient les compétences, elles rentraient sur Closers et elles prenaient des appels. Basta. Mais moi, C'est-à-dire que ceux qui étaient compétents, vous les faisiez pas payer. absolument pas. Les gens, enfin, en tout cas, les gens ne passaient pas par une formation. Nous, après, évidemment, il y a un système où aujourd'hui, les gens, par exemple, c'est-à-dire là, n'importe qui veut collaborer avec nous, collabore sur une plateforme qui s'appelle Talented Closer, ça coûte 200 balles par mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe, tu viens, tu payes 200 balles par mois, tu as accès à des supports, des vidéos que moi j'ai fait, du contenu, mais c'est pas une formation, c'est une plateforme pour te faire performer. Tu as tes outils, tu peux prendre tes appels, tu as des coachings où tu fais du RP, tu as des briefings, des évaluations, tu rentres dans des équipes, tu travailles en fait. Ouais, Et nous, c'est ça qui est dingue, c'est que, encore une fois, c'est la discussion qu'il y a eu et cet effet boule de neige sur le marché. Mais ce qu'on a fait, nous, Closers, on n'a jamais fait de formation de notre vie. Ça, c'est Nous, incroyable. le seul truc qu'on a fait, c'est créer une plateforme. Et encore une fois, je suis pas formateur. Et moi, former des gens, ça me casse les couilles. Je déteste ça. Je veux pas former des gens. Ouais. Je n'ai pas que ça à foutre, tu vois. Surtout sur du B2C. 100%. Notre travail, c'est simplement réussir à avoir créé un truc qui te permet de te lancer en tant que vendeur indépendant dans des bonnes conditions. Ok. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que quand tu te lances sur le marché francophone, en tant que vendeur indépendant, c'est galère de trouver des bons clients, d'avoir les compétences, de savoir ce que c'est une bonne entreprise, une mauvaise entreprise, de savoir ce que c'est un bon marketing ou un mauvais marketing, de savoir ce que c'est un De bon t'assurer outil d'être ou un payé. mauvais outil, de t'assurer d'être payé, de savoir comment on te manage. Parce que toi, tu es vendeur, mais tu sais pas te manager. Comment ça fonctionne en fait de se manager? Comment monter en compétences? En fait, tu as 10 milliards de questions. Bien sûr. Et nous, on s'est dit, mais en fait, c'est pas possible. On va appeler ces personnes-là qui veulent travailler. Elles vont devenir collaborateurs avec nous en tant qu'indépendants. Et elles vont collaborer. Sauf que nous, comme le B2B nous connaît, eh ben, on va pouvoir mettre en relation ces vendeurs-là avec des entreprises. Et on gère le tout parce qu'on est compétent pour gérer des équipes de vente. En prenant du coup toujours un pourcentage sur les closers. Et nous, Ça, c'est notre système, c'est qu'une entreprise nous contacte, on négocie avec elle un package. Des fois, c'est juste un pourcentage. Des fois, il y a du consulting en amont, donc on est payé Bien au sûr, fee bien sûr, c'est normal. mensuel. Et sur ce qu'on touche, il y a du coup une partie qui est pour les vendeurs que eux, ils font leur taf, tu vois, et l'autre partie qui est pour nous rémunérer. Et c'est Ouais. toujours ce qu'on a fait. Donc le système de REM, après tu l'as fait en interne, c'est-à-dire que eux ils se disent pas dans leur tête, ok ils me prennent 50% sur mon chiffre d'affaires. Entre Non, guillemets. non. Parce qu'en fait, nous, genre, en gros, aujourd'hui, qu'un vendeur indépendant, il passe en direct avec une entreprise ou qu'il passe via nous
et qui collabore avec nous et nous on collabore avec une boîte, Avec la même alors manière. sa rémunération sera en gros la même, sera équivalente. Puis nous en plus, comme on a beaucoup plus de budget et tout, on peut se permettre de faire des challenges, de faire des trucs où on fait gagner Bien des sûr. récompenses. Donc tu vois, on Des a petits cadeaux, des petits iPhones, des petits des cadeaux, voyages. des petits trucs. Donc on a aussi, comme on est aujourd'hui une grosse entreprise avec beaucoup de fonds de roulement et tout, on a cette chance d'avoir plus d'oxygène pour pouvoir offrir des choses. Et t'as toute la qui formation motive les continue. personnes. T'as toute la formation continue Ouais, qui bien se sûr. paye, tu vois, parce que dans les 3 quarts des boîtes, t'as une formation. Il y en a peu des sociétés encore de closing vraiment qui continuent à te former quand t'es déjà closer pour te permettre de monter en compétences, de revoir tes calls, de revoir tout ce que tu fais. T'en as peu, tu vois. Ouais, Au final, t'as ça, je t'avoue que je suis Mais pas si, trop le marché français, mais si Des tu me le dis, des closers, généralement, tu es dans la boîte, tu es managé en interne par le head of sales ou le sales manager, et tu es rarement dans des écosystèmes externes qui te permettent vraiment de monter en compétences, qui ont accès à toutes les datas en interne. Parce que vous aussi, c'est ça, votre force, de ce que je comprends, c'est que tu as accès à toutes les datas du coup des boîtes, forcément, parce que sur la partie B2B, tu les gères. Et du coup, tu sais exactement les stratégies aussi qu'il faut mettre en place pour les closers, du coup, pour leur permettre de booster leur performance. ouais, Vas-y, oui. absolument. Tu vois, quand nous, on Ça, passe, c'est je sais pas, 10 000 appels pour un client via des vendeurs collaborateurs, il y a des appels qui sont enregistrés. Petite parenthèse, c'est illégal d'enregistrer un appel sur le marché francophone sans prévenir Ah le bon prospect. Oui, Ouais. il faut le savoir. Donc pour celles et ceux qui font encore ça, si vous faites des petits volumes, il vous arrivera rien, mais quand vous faites des gros volumes, vous devez demander à la personne, écoute, X, cet appel va être enregistré, est-ce que c'est OK pour toi? Sinon, vous devez couper l'enregistrement. Donc nous, on a des milliers d'appels qui sont enregistrés parce que les prospects ont accepté qu'ils soient enregistrés. C'est important que je puisse le dire. Et du coup, on a de la data qui est ultra intéressante. Et tu vois, quand je te parlais des feedbacks qu'on fait aux clients, ça vient aussi de ça. Quand tu récupères 300 fois la même objection sur un mois sur une équipe spécifique, bon, bah, il ne faut pas 300 fois pour dire au client, écoute mec, il y a cette objection, viens on met un truc, viens on met une capsule, viens on met un contenu spécifique pour réussir à diminuer ça. Mais en fait, nous, comme on a beaucoup de volume, ça nous permet d'être beaucoup plus précis sur les feedbacks. Et c'est de l'itération. Et tu vois, c'est ça que je kiffais aussi chez Isma, c'est parce que quand tu as du volume, tu comprends exactement les objections, tu comprends exactement en fait tous les points que tu peux optimiser. Et en fait, c'est de l'itération, c'est-à-dire que les objections reviendront. Tu as toujours les mêmes profils en sales qui vont revenir quand tu as du volume. Et donc, tu sais exactement comment traiter chaque profil. Et donc, forcément, ta conversion est augmentée aussi. Et tu sais tout traiter. Et c'est ça, en fait, qui est bien. Et moi, j'aimais beaucoup faire ça, tu vois, chez Isma, parce que tu avais un gros volume de calls. Avec tous les closers, on optimisait ça, on regardait exactement ce qui se passait. Et du coup, on pouvait mettre en place des stratégies bien plus pertinentes. Mais du coup, pour ceux qui nous regardent, qui font moins de chiffre d'affaires, parce que c'est pas les mêmes volumes aussi de leads, hein, je pense que chez Isma, on en avait un peu moins que chez toi, parce qu'il y avait moins de closers forcément, mais il y avait quand même du volume. En faisant moins du coup de chiffre d'affaires, en ayant moins de leads, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de regarder du coup, déjà d'écouter ces appels, ce que tu disais, en les enregistrant, en demandant, de regarder, d'écouter ces calls et de noter les objections qui reviennent et d'apprendre à les traiter, tout simplement. Parce que ça, les gens le font peu, tu vois. Ils se disent, vas-y, je prends mon call, je suis chill, j'enchaîne les objections. Ah, c'est comme ça qu'on traite une objection, je l'ai vu sur Instagram, il m'a dit de la traiter comme ça. Mais non, on va chercher le traitement d'objection pour ton prospect, pour ton ICP idéal, tu vois. Parce qu'un traitement d'objection va varier d'un avatar à l'autre. Ça fait effectivement les closer GPT qui Ouais. aujourd'hui On les voit tous. recrachent des phrases qu'ils ont durement appris sur Instagram. Mais tu sais que ça, j'en ai une en plus tout à l'heure. J'ai des gens des fois qui me contactent, qui me disent Anouk, là j'ai une dame, elle m'a dit ça ce matin, elle m'a dit Anouk, ça fait 3 semaines que je fais du closing, j'ai eu au 0 close. Je fais comment ça fait 3 semaines que tu fais du closing? Bah ça fait 3 semaines que je prends mes calls et tout, j'ai pas closé. Je fais mais tu t'es formé? Il me dit bah oui, sur YouTube et sur Insta. Je fais non mais va prendre un accompagnement, fais-toi accompagner sur la partie sales, mais c'est pas en allant sur Instagram que tu vas vraiment débloquer tes skills en fait. Il y a des choses sur Instagram, sur YouTube, tout est donné à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça aussi le bénéfice, c'est ça aussi la chose qui est bien, c'est que tout est gratuit. Mais tu as besoin de cet accompagnement pour booster tes compétences et pour vraiment s'adapter à ce dont tu as besoin. Mais du coup, c'est hyper pertinent tout ce que tu as dit, en tout cas vis-à-vis de la création de closers. Donc, tu es vraiment parti, toi, sur le modèle B2B et tu l'as construit au fur et à mesure. C'est ça qui est incroyable. Bah en fait, nous, on a collaboré avec des vendeurs indépendants parce qu'on avait un besoin de vendeurs indépendants. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, nous, encore une fois, c'est là où on n'a jamais fait de formation, c'est que les mecs qui ont fait de la formation, c'est des personnes qui ont shooté des ads, vendu des formations, et après, ils ont essayé de délivrer. Et bon, moi, il y a plein de noms que je pourrais te sortir qui sont des mecs que je connais très bien et ils se reconnaîtront s'ils écoutent cette vidéo, qui m'appellent et qui m'appelaient tous les mois pour qu'on trouve des places à leurs vendeurs. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a eu des centaines et des centaines, voire même des milliers de personnes qui ont été apparemment formées au closing, qui n'ont jamais trouvé un client.
Et ça a créé des vagues de centaines de personnes sur LinkedIn, Instagram qui prospectaient des infopreneurs pour trouver. Il y en a encore, tu vois. Et ils trouvent personne. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est un job magnifique. Mais par contre, putain, c'est un travail. Oui, c'est un job. Et c'est dur. Et il faut le dire. Et au début, c'est compliqué. Et nous, il y a plein de gens qui passent en coaching avec nous. Moi, je fais des roleplays tous les jours, des gens qui passent en roleplay qui pleurent. Bah oui. Mais c'est OK. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a eu cette vague du closing qui est arrivée à ce moment où tout devait être ultra sexy, où c'était les promesses de deviens lire en travaillant 2 heures par jour, etc. Mais ça, putain, c'est pas le closing. Closing, oui. Nous, il y a plein de gens tous les mois qui gagnent, par exemple, plus de 10 000 euros par mois, qui nous facturent plus de 10 000 euros de commission par mois. C'est des personnes qui s'arrachent la gueule, qui travaillent fort, tu vois. Mais tu sais que ça, même moi, quand j'étais sales, je le voyais. On venait me voir, on me disait, Anouk, mais pourquoi tu arrives à faire des plus gros chiffres que moi, tu vois, chez Isma? Je fais, mais toi, tu fais quoi? Ah bah, je suis chill, etc. Je fais, ok, tu sais, moi, je suis à Dubaï. Peut-être qu'on vend la liberté, etc. Je passais ma journée de 6h à 23h sur mon PC du lundi au dimanche. Pendant des mois, je n'avais pas un jour de vacances. J'ai pas pris de vacances. Et dès que je suis partie un peu en voyage, dès que je suis allée à Bali un peu plus chill, mes résultats ont dégringolé. Parce que quand t'es sales, t'es là devant ton ordi, derrière ton ordi, à bosser. C'est faux de te dire, ah, tu peux être là, chill, devant ton PC, à prendre des calls. Non, enfin à la plage ou devant la piscine, non, c'est tes sales, t'es là, tu recolles tes listes, tu recolles tes follow-up, tu gères ton frigo, tu gères tes prospects, tes no-shows, tu vas les recontacter, tu fais en sorte d'aller chercher du cash. Et ça, les gens s'en rendent pas compte, tu vois. Et ça, c'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. Mais du coup, s'il y a des closers qui nous écoutent et qui n'ont pas d'offre, ils peuvent directement te contacter. Vous faites quoi? Vous faites un test Alors, ils nous contactent, enfin, moi, ils me contactent pas, mais il y aura un funnel. On pourra te mettre un lien d'affiliation si tu veux, avec plaisir. Les gens cliquent, ils arrivent sur un funnel. Il y a une vidéo explicative qui explique. Donc, nous, aujourd'hui, on collabore avec une plateforme on est les seuls à collaborer avec cette plateforme qui s'appelle Talented Closer, et à l'intérieur de laquelle il y a tout. Donc, il y a des supports de formation que moi, j'ai tourné parce que je fais du content explicatif et théorique. Il y a accès à des équipes de vente. On a un système qui est très bien léché, donc c'est-à-dire que tu arrives, tu as un briefing sur une équipe avec des vidéos, des QCM. À l'issue de ce briefing, tu as une validation avec un manager où tu fais un roleplay avec le manager pour être validé sur l'équipe, puis tu startes son équipe avec un process d'onboarding. Bon, c'est un truc qui est en route, qui a l'air compliqué, mais qu'on gère depuis déjà des années et qui fait des dizaines de millions par an de volume, donc on sait que ça fonctionne. Mais en tout cas, pour n'importe quelle personne qui a envie de travailler en tant que vendeur indépendant, qui veut se lancer, vous pouvez venir. Même, il y a un truc, c'est gratuit, c'est-à-dire que tu viens, tu t'inscris et tu vois, en fait, tu rentres dans la plateforme. Donc, tu y as accès, tu vois, genre c'est vraiment un free trial de la plateforme et tu vois comment ça se passe. Tu vois les commissions de certains collaborateurs qui collaborent avec nous, les différentes équipes, les gens avec qui tu peux collaborer. Juste, il faut que tu signes un contrat avant parce que tu auras accès au nom de certains de nos clients et tout, donc il y a de la confidentialité, etc. Tu signes ton contrat, si tu es dans les règles, tu accèdes à la plateforme et tu regardes en fait. Et à l'issue de ce visionnage, si tu as envie de passer à l'action, tu cliques, tu payes et tu commences à travailler. Et sinon, t'essayes par toi-même et quand tu manges le mur, tu reviens vers nous. Ouais. Et ça, je mettrai le lien directement en description. Mais tu vois, c'est là où moi, et c'est hyper pertinent, je pense, que tu viens de dire, parce qu'il y en a plein qui veulent créer des agences, qui veulent structurer. Mais du coup, il faut que tu aies des freelancers à mettre en relation. Et toi, ce qui est smart, c'est que... Tu vois, même moi, j'avais pensé, en fait, je te dis ça comme ça, j'avais pensé à cette idée à un moment donné, avec la partie donc B2B, quand à un moment donné, ils auront besoin de recruter des closers et des setters et des head of sales, de les mettre en place. Mais en fait, je me suis dit, ok, mais du coup, il faut que j'ai des closers, des setters, soit je vais les chercher dans d'autres boîtes, soit je les forme moi-même en interne. Mais en fait, tu as ce truc de mise en relation, c'est-à-dire que si toi, tu formes des closers et des setters, tu n'es pas assuré d'avoir une mise en relation. Et quand toi, tu as des boîtes, tu n'es pas assuré derrière de pouvoir avoir des closers et des setters, ou en tout cas des freelancers. Et toi, du coup, tu l'as commencé sur la partie B2B et après, tu es allé chercher des gens en externe que tu as internalisé. Absolument. Smart. Et parce que nous, il y a aussi une différence, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le modèle d'agence de closing où tu as tes 1-2 clients et tes 25-30 sales, c'est un modèle qui est bon et qui fonctionne. Si tu veux gagner 5, 7, 8, 10, 15 000 euros par mois, c'est très bien et ça fonctionne. Nous, on veut être immense. On est là pour être les plus gros. Tu vois, on collabore avec déjà plus de 1500 vendeurs. Il y a... je sais pas, peut-être 100 personnes par mois qui onboard sur la plateforme et qui veulent collaborer avec nous. On est énorme et on veut devenir gigantesque. Donc forcément, en fait, on vous juge pas au même jeu, tu vois. Bien sûr. On vous joue au même jeu. Mais par contre, tu vois, moi je trouve sincèrement que si aujourd'hui tu as des compétences en vente et que tu connais un petit peu le marché, le fait de devenir head of sales,
ouais, c'est le meilleur business du monde. Hein. Tu prends des vendeurs, tu sais comment les manager, tu sais comment les driver, tu trouves un client, tout le monde a besoin de vente, tu t'occupes de mettre les sales en question, tu mets 2 tableaux de suivi, 2-3 roleplay par semaine, 2 réécoutes d'appels, et tu fais ton argent en fait, et ça fonctionne très bien. Là, il y a Anthony, je sais pas si tu connais Anthony Mpaka, j'ai fait un podcast avec lui, il est associé à Kika, et il a développé ce modèle-là où il forme des closers qui veulent du coup scale, parce que tu n'as pas 150 000 possibilités de scaling en tant que closer, il leur permet de devenir head of sales, et après, en fait, tu peux même scaler ce modèle-là et le structurer en sorte d'agence, parce que tu peux former des head of sales, tu les mets dans différentes boîtes, tu prends un pourcentage, eux recrutent des sales managers, donc ils peuvent avoir encore plus de boîtes, tout simplement, en gestion, et toi, ça te permet aussi de développer ton agence comme ça d'head of sales. Pas facile ça. Pas facile? Ouais, parce que les mecs se barrent. Ah, parce que du coup, ils ont aucune raison de... Parce qu'en fait, avoir un head of sales, c'est avoir quelqu'un de smart. Ouais. Parce que si c'est un head of sales, c'est un mec qui peut gérer un client. Ouais, bien sûr. S'il peut gérer un client, il parle avec le client. S'il parle avec le client et qu'il parle avec le manager et qu'il parle avec les vendeurs, il n'a aucune raison de travailler avec toi. Et du coup, les sociétés sur la partie B2B, pour revenir là-dessus, avec lesquelles tu travailles, et que tu prends justement en gestion, tu m'as dit que tu avais des petits clients qui faisaient 60-70 000. Toi, quelles sont les conditions justement au préalable? Ouais, ben, en gros, pour la faire très simple, nous, on a une... Moi, j'ai une enfin, je dis moi parce que comme je suis un peu l'image de enfin, l'image, oui, même si c'est pas moi qui fais le travail, enfin, encore une fois, j'ai la chance d'être mis en avant, mais j'ai une équipe fantastique, j'ai 2 associés que j'aime du plus profond de mon cœur et qui sont des personnes incroyables et qui font une énorme partie du boulot. Moi, en vrai, mon département chez Closer, c'est vraiment la partie montée en compétences. Donc c'est-à-dire, je prends des datas sur ce que les sales savent faire et savent pas faire, et je dois mettre des systèmes en place pour qu'ils deviennent meilleurs sur ces sujets-là et qu'ils aient plus de taux de conversion. Mon travail, c'est augmenter le taux de conversion des gens qui font de la vente. Basta, chez Closers. Mais après, il y a des millions de sujets de structuration, de process. Enfin, encore une fois, une boîte qui collabore avec 1500 collaborateurs qui prennent des leads tous les jours. Closers, là, en 2025, ça a traité, on parle de millions d'appels émis. C'est énorme. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est, tu vois. Donc ça demande un travail de dingue. À partir de quel moment les sociétés peuvent recruter des closers, tu vois? Oui. C'est pertinent. Absolument. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui les gens me contactent en général plus moi. Moi j'ai environ 100 applies par mois. Donc tous les mois j'ai environ une centaine de boîtes qui me contactent sur Insta, YouTube, WhatsApp. Toi t'as chopé mon WhatsApp, je sais pas comment. Des gens chopent mon WhatsApp, je sais pas comment ils se démerdent, tu vois. Ceux qui traînent à droite à gauche. Ouais, mais écoute, c'est pour ça que j'ai pas demandé. J'ai dit écoute, c'est très cool, on fait ce podcast avec grand plaisir. Voilà, donc des gens me contactent, des boîtes me contactent. Nous, sur ces boîtes-là, en gros, aujourd'hui, pour collaborer avec Closers, on demande des conditions qui sont assez élevées. Tu vois, et, en général, c'est au minimum une centaine de leads par jour d'opt-in, etc. Et plein de conditions qualitatives. Parce qu'aujourd'hui, nous, c'est ça notre vrai sujet. Notre vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, les vendeurs indépendants qui collaborent avec nous le font parce qu'ils ont confiance sur le fait qu'on leur apporte de la stabilité, qu'ils seront payés par les clients, que ce sont des bonnes entreprises, que c'est des produits qualitatifs, etc. Donc si on fait rentrer une entreprise qui n'est pas qualitative, ben, même si je peux gagner beaucoup d'argent sur cette entreprise en l'espace de quelques mois, en fait, sur le long terme, je perds beaucoup en crédibilité. Donc on a tout un système d'analyse, etc. pour être sûr que la boîte en question veut bien collaborer avec elle. Et puis dans la mesure où elle est cohérente, nous, tous les mois, on onboard en général 2 clients sur Closers. Donc c'est-à-dire que j'en laisse 98 sur le carreau en moyenne. Sur ces 98-là, il y en a 2 ou 3 qu'on prend, mais on prend plus en testing. Et c'est ça, ces fameuses boîtes qui sont en général entre 20 et 100K, qu'elles, on prend, mais on ne les fait pas passer. Donc aujourd'hui, on a tout un système, tout un écosystème technologique avec différents outils, etc. Et ça, ces entreprises-là qui n'ont pas du tout besoin pour l'instant de toutes ces automations, tous ces process, on les prend en dehors de cette partie tech. Et en fait, on start à les prendre à la main, tu vois. Ouais. Et nous, l'idée de ces boîtes-là, c'est de réussir à les faire scale jusqu'au moment où on peut les intégrer avec Closers. Parce qu'elles elles deviennent assez matures. Tu analyses justement la suite pour ces boîtes-là et tu vois qu'il y a du potentiel, c'est ça? Absolument. Ouais. Je vois que le marché est cohérent. Je vois que c'est des tangentes de marché qui sont valides, qui sont stables, sur lesquelles on peut continuer à puber, qui vont être intéressantes. J'analyse le truc le plus important pour nous, c'est que l'équipe est sérieuse. Parce qu'en fait, t'as beau être le meilleur vendeur du monde, si t'as pas des équipes marketing sérieuses derrière, enfin même au-delà du marketing, en fait, que juste le CEO est cohérent, que le fondateur est cohérent, qui veulent travailler, qui veulent s'y mettre. Il n'y a pas forcément il n'y a pas 150 000 équipes derrière. Absolument. Parce que nous, tu vois, le nombre de gars qui nous ont dit, ouais, les gars, on veut tout casser. Moi, je te raconte des histoires, mais des trucs de dingue, tu vois, des trucs. Nous, on a récupéré des gars qui faisaient 25 000 euros en formation. On les a pris, ils sont passés de 25 000 à 250 000 euros. Et après 2 mois, ils achetaient un Huracan. Un mois plus tard, ils achetaient un G. Et nous, on disait, bon, vas-y, en fait, on stoppe, tu vois. On stoppe parce que si tu as 304 trésors
et que tu envoies 250K dans une voiture, c'est que j'ai pas envie de collaborer avec toi en fait. Ouais, bien sûr. Mais c'est-à-dire que là, les gens ils peuvent pas me dire que ça n'existe pas. J'ai vu ça de mes yeux. Il y en a qui J'ai vu des mecs qui faisaient 20K par mois en formation, ou en infoproduit en fait d'ailleurs, pas que de la formation, qui sont montés à plus de 200 et qui au bout de 2 mois ont mis 75% de ce qu'ils avaient gagné dans des voitures. Moi, je ne veux pas collaborer avec des gens comme ça. Et ça, vous avez une partie... Parce que ça, en fait, l'éducation financière, je pense que c'est un sujet encore plus global et vraiment sociétal. On n'est pas éduqué là-dessus. Comment toi, tu as fait ton éducation financière? Parce que personne nous dit où est-ce qu'il faut investir. Tu vois, la gestion de tes différents comptes, laisser une partie pour les personnes que tu dois payer. Personne t'apprend ça. Comment? Ouais, c'est vrai. Écoute, nous, je crois qu'on a toujours été assez... J'espère en tout cas qu'on a toujours été assez éclairés là-dessus. Moi, mon associé, c'est un mec, c'est un très bon financier. Il comprend les choses, il voit comment ça fonctionne. Okay. Il est bon là-dedans, en gestion. Et ce que j'ai envie de te dire, enfin, c'est pas un financier, techniquement parlant, c'est pas un bon financier. Mais en tout cas, il a le bon état d'esprit de... Ouais. J'aime bien dire que c'est une pince coupante. C'est-à-dire? On l'appelle Super Lobster. S'il passe par là, il comprendra la ref. Non, mais c'est un mec qui fait... Tu sais, en général, genre les bons financiers dans des boîtes, c'est des rats crevés. Hein. C'est des mecs qui font attention à l'argent, ils font gaffe où ça va, comment ça fonctionne, etc. Et c'est un mec qui, en tout cas, sur la partie business, il a cette posture-là. Ça fonctionne bien. Mais après, ce que j'ai envie de te dire, c'est que humainement parlant, ce qui a fait que ça a fonctionné sur la partie financière, c'est les responsabilités qu'on a eues. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on émet plusieurs centaines de milliers d'euros de commissions par mois. Et on se cache pas, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis doxé au projet, tout le monde sait qu'on est là, tout le monde nous connaît. On a des événements physiques tous les ans. On va à Paname avec 200, 300 vendeurs dans une salle. On a fait le Tour de France là, la première fois en 2025. C'est-à-dire qu'on a fait 10 jours, 10 villes, 10 jours, 9 villes. T'as pas idée l'état dans lequel on a fini. Et on a vu, genre, je sais pas 600, 700 personnes, tu vois. Incroyable. Que des gens qui collaborent avec nous. Donc nous, on est proche des gens qui collaborent avec nous. Et ces gens-là, quand ils sont proches de toi, tu te sens responsable. Et nous, moi, je le dis aujourd'hui fièrement, il y a plein de mois, alors attention, je gagne bien ma vie, tu vois, je suis pas à plaindre, mais il y a plein de mois où j'aurais pu me mettre beaucoup d'argent dans ma poche. On a décidé de pas se payer. Et on est très alignés avec ça. Pour réinvestir dans la boîte. Pour réinvestir dans la boîte, parce qu'il y avait du délai de paiement sur des commissions avec nous, on voulait payer les vendeurs qui collaborent avec nous en priorité, parce que la confiance, c'est ce qu'on a de plus important. X et Y autre raison. Mais tu vois, en fait, je pense que c'est aussi le truc de... On a eu tellement de responsabilités jeunes. Tu as quel âge, toi? 23. Ah oui, ok. Je pensais que tu avais un peu plus. Moi, j'en ai 22. Mais... T'as 22? T'es une 2003? Ouais. Bah tu vois, moi genre à 21 ans... Ouais, tu faisais plusieurs millions déjà. Ouais, on faisait déjà plusieurs millions par an et on avait déjà, je sais pas, 200, 300, 400 vendeurs qui collaborent. Enfin, je me rappelle plus, mais... un peu plus. Okay. Mais on avait du monde, tu vois. Ouais, incroyable. Et en fait, on a eu tellement de responsabilités tellement jeunes que ça nous a structurés. Et on savait ce qu'il fallait faire. On a fait plein de conneries, normal. On a appris. Et ça nous a structurés, tu vois. C'est quoi les plus grosses erreurs justement que tu as faites? Putain, alors il y a une erreur dingue, tu vois. Et je pourrais pas en dire beaucoup parce qu'il y a des procès, etc. Mais moi, l'une des plus grandes erreurs entrepreneuriales qui nous a coûté vraiment beaucoup d'argent, je parle en plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices, c'est le fait de croire que avoir des gens qui te doivent de l'argent, c'est une bonne posture. C'est-à-dire? Je t'explique. Moi, j'ai toujours pensé que... Moi, j'ai jamais dû de l'argent à personne. Jamais. J'ai jamais dû de l'argent. Je déteste la dette. Or, c'est un mindset peut-être de pauvre, il faut que je travaille là-dessus. Et peut-être qu'un jour... Enfin, après, je dis ça... Bon, c'est pas d'immobilier. Si, bon, c'est autre chose. Mais en tout cas, dans le business pur et dur, je déteste devoir de l'argent à quelqu'un. Donc, nous, on n'a jamais eu de dette de notre vie. On a toujours eu de la trésor. Toujours de la trésor. Toujours. Il y a des mecs qui nous ont dû beaucoup d'argent. Et en fait, nous, on a toujours été détente parce qu'on s'est dit, en fait, frérot, vaut mieux être dans cette situation-là. C'est-à-dire que nous, on se dit tout le temps, bah écoute, quitte à être le mec qui doit de l'argent ou le mec à qui on doit de l'argent, je préfère être le mec à qui on doit de l'argent parce que je me sens pas redevable. En fait, c'est une connerie, ça, les gars. Il vaut mieux devoir de l'argent à quelqu'un que l'opposé, je vous le garantis, je vous le signe. En fait, les mecs payent pas. Ils payent pas. Parce que toi, dans ta tête, tu dis, non mais attends, frérot, je dois plusieurs centaines de milliers d'euros à un gars. Bon, il n'y a pas un monde dans lequel je vais pas le payer. Ouais. Donc toi, tu dis, il n'y a pas un monde dans lequel le mec, il me payera pas. Mais ils sont pas tous honnêtes. Mais c'est pas le cas. Et j'ai entendu deux, trois choses, je ne me prononcerai pas aussi là-dessus, mais figure-toi que généralement, c'est des personnes aussi qui réussissent indirectement, qui restent pas longtemps, mais qui vont chercher de l'argent et qui se mettent aussi dans la mentalité. Tu sais, tout à l'heure, quand je te parlais acquisition, moins de delivery et mauvaise conversion, entre guillemets, ils focus acquisition.
conversion, bah, ils passaient par vous, et delivery, ils sont pas là. Donc en plus aussi, les clients sont pas contents, et eux, ils payent pas la conversion, donc ils vont chercher le maximum de cash. Et ça, en fait, les gens ne parlent pas de ces personnes sur le marché, alors que nous, on sait. Enfin, moi, je sais plus ou moins il y a qui fait des conneries sur le marché. Et ça, les gens le disent pas. Et je comprends pas aussi pourquoi les gens parlent pas. Pourquoi vous dites pas qui fait n'importe quoi? Nous? Pas vous, mais de manière générale. Tu vois, pourquoi quand les gens sont pas honnêtes, sont pas sérieux, dans le business, personne le dit et on les met sous la table. Tu vois, on fait l'autruche, on ne dit pas alors qu'ils doivent de l'argent et qu'ils sont pas sérieux. Ouais, c'est une bonne question. Bah, moi, sur les gars en question que j'ai en tête, parce que c'est des personnes qui ont déjà été punies et qui seront punies par la vie, tu vois, et que... Tu crois au karma? Je sais pas si c'est une bonne question, putain, je sais pas si je crois au karma ou pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que moi, au moins j'y pense, au mieux je me porte. Et moi, tu vois, je sais que je suis honnête, je sais que je suis droit dans mes baskets. Ouais. Il y a jamais personne qui est venu me voir et qui m'a dit, mec, tu m'as volé. Jamais personne ne m'a dit ça. Alors, il y a des gens qui commentent des Reels, Insta, escrocs, etc. Jamais eu personne qui m'a envoyé un message en privé qui m'a dit, mec, t'es un escroc, viens, on en parle. Tu vois, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Donc nous on est droit dans nos baskets, on sait qu'on a tout le temps payé tout le monde jusqu'au moindre centime et moi donc je me sens bien par rapport à moi. Après oui, je te dis la vérité, quand il t'arrive un truc comme ça, t'en dors pas pendant des semaines, tu vois, et tu dis mais comment c'est possible, et puis en plus des fois ça t'arrive et le mec c'est un pote à toi, tu te dis attends mais what's up, mais ouais c'est tout qui arrive. Mais après bon, qu'est-ce qui fait que dans le marché ça en parle pas, je sais pas, il y a des non-dits, des NDA, de la confidentialité, plein de trucs, Mais c'est généralement, des pressions. c'est généralement, je sais pas toi, mais moi aussi, tu vois, on me l'a déjà mise à l'envers. Des acteurs qui sont en train de monter en plus sur le marché, on cite pas les noms, mais c'est généralement tes amis qui te la mettent à l'envers. C'est pas des gens que tu connais pas ou peu. Enfin, moi, j'ai remarqué ça, c'est généralement les plus proches qui te la mettent à l'envers. Mais du coup, c'est cette honnêteté où tu te dis, moi en fait, tu vois, moi le pire, parce qu'il y a aussi des gens qui me l'ont bien mise à l'envers, c'est ce truc de te dire, tu fais confiance, toi, ça te passerait jamais à l'idée de faire ça, d'arnaquer les gens ou même tes potes, de leur devoir de l'argent ou de leur faire des crasses, mais eux sont prêts à tous les coups pour accéder au pouvoir en fait. Ils sont prêts à te la mettre à l'envers et à retourner des gens derrière. Et moi, des fois, je vois ça, je me dis, non mais dans quel monde on vit en fait, tu vois, dans quel monde on vit. Et le pire, c'est que ces gens-là après sont adulés parce qu'ils font tout pour aller vers le pouvoir et personne ne dit c'est pas bien, il faut pas le faire, et personne cite de nom, tu vois. Alors que Tu veux citer des noms? tu veux qu'on cite des noms? Est-ce que toi tu veux en citer? C'est leur donner de la visibilité. En fait, tu vois, il y a ce truc dans ma tête où je me dis aussi, c'est donner de la visibilité aussi à certaines personnes. Je sais pas, enfin, tu sais, après, il y a eu des contre-exemples, hein. Il y a eu des personnes qui ont fait des vidéos en dénonçant des choses. Ouais. Moi, si tu cites des noms, je peux citer des noms, tu vois. Ok. Là, à l'heure actuelle, mais ça, tout le monde le sait, tu sais, le Matisse. Mais par contre, il faut expliquer. C'est-à-dire que tu peux pas juste dropper un nom. Tu peux pas name dropper, il faut expliquer. Vas-y, je vais balancer. Je voulais en parler autrement. Le petit de Hitchens. Et je pense que du coup, on va le lier parce que du coup, c'est. Voilà, je vois le grand sourire. Le petit de Alex, Mathis Nicolas. Tu vois pas qui c'est? C'est le petit d'Alex. Je l'avais closé l'année dernière chez Badis pour une offre. Je l'ai accompagné pendant des mois. Mathis Nicolas. Ouais, Mathis Nicolas. Moi, je sors, je balance. Mais en plus, les 3/4 des personnes le savent, mais je veux aussi remettre au goût du jour mon image. Parce que mon image a été directement associée à lui et je veux dire les choses. Donc lui, c'est un petit je l'ai closé chez Badis l'année dernière, quand je bossais avec Badis. Tu vois qui c'est Badis? Oui, j'ai rencontré ce gars-là. Ouais, ok. Je l'ai closé chez Badis, il a développé son biz, je l'ai aidé aussi un peu sur la partie structuration, je lui ai donné des conseils, j'étais là. On l'a fait scaler, ok. Enfin, il est allé chercher du chiffre d'affaires, c'est ce qu'il disait. Il a investi chez Chance, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que je vais investir chez Chance, ça lui a apporté de la visibilité, il a vu un peu le monde et en fait il avait des grosses ambitions où lui veut devenir président, etc. Et en delivery il n'était pas du tout là, c'est à dire que moi je voyais ses calls avec ses clients où concrètement les clients étaient en train de dire attends t'es torse nu, attends tu fais n'importe quoi, attends vas-y délivre bien, là tu fais de la merde en fait, tu vois, là t'es en train de faire n'importe quoi. Et moi je voyais ça, je fais non mais Mathis tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas faire ça. Et moi je l'ai senti, je me dis ce gars-là il est pas net, il est pas sérieux et ça se trouve il fait même pas de chiffre d'affaires, il est en train de mytho, tu vois. On est allé à Bali, je l'ai senti. On est allé à Bali, je le voyais qu'il délivrait mal, je le voyais, il m'envoyait pas ses calls de closing, il cachait des choses et je me disais, c'est bizarre. Tu sais, je sentais que ça sentait bizarre, tu vois. Il dit oui, je fais 50, 60, 70 000 euros. Mon cul. Pardon de dire ça comme ça, mais c'est réel. Et en fait, il nous l'a mise à l'envers dans le sens où il est parti de Bali, on était à Lombok, il est parti en me laissant à moi une addition à 1 300 €, alors que j'avais payé toute la villa, tu vois. En vrai, c'est même pas le cash, c'est même pas ça le souci, c'est une question de tu pars en trouvant des fausses excuses et en mentant. Et après, il y a plein de personnes qui me contactent en me disant il a pas payé les monteurs, il paye pas les assistantes, moi je lui ai mis des assistantes en place, il les a pas payées, il paye rien en fait, tu vois. Et après, il se dit je fais du cash, il est réglo, alors que pas du tout. Et tu vois, ça c'est un truc qui est pas ok, c'est-à-dire que
il m'a dit longtemps, je vais utiliser l'image des autres personnes pour monter. Je vais aller faire des vidéos avec Marcus Lawrence, des podcasts avec La Menace, etc., en crachant sur leur dos derrière. Moi, je dis, je balance. Je balance tout. Ça va être shorté, ça, les gars. Là, ça va être shorté. Ah, mais là, je balance, je m'en fiche. Et donc, il balance des trucs en off dont les gens sont pas au courant. Moi, on vient me voir quotidiennement, on me dit ça scam. Et des gars comme ça, il y en a plusieurs. Des gars qui se disent coach, faisant du chiffre d'affaires, voulant justement t'aider alors qu'ils n'ont aucun skills de base, que la delivery est mauvaise et qu'ils sont même pas réglo, tu vois. Et ça, en fait, c'est pas OK d'avoir des gens comme ça sur le marché parce que ils se mettent dans la peau de gourou, ou en tout cas, ils sont en train juste de détruire l'image des coachs, où derrière, tu as des bons coachs qui permettent vraiment d'avoir des résultats et qui sont vraiment là. Et tu vois, ça, c'est pas normal. Je vais lancer. Tu te sens bien? Ouais, mieux. Let's go, c'est cadeau. Et du coup, non, mon image, je ne travaille plus avec Mathis et je ne suis pas associée à lui et je n'ai jamais cautionné tout ce qui se passe parce que je sais qu'il y a des procès aussi en cours. Namasté. Namasté. Ça régale. Tu veux sortir des blazes aussi? Non, bah écoute, moi, dans la même sphère, je peux te dire qu'il y a un mec que tu as cité qui nous doit de l'argent, tu vois. Et encore une fois, ce qui est drôle là-dedans, c'est même pas forcément le fait de devoir de l'argent. C'est des personnes qui s'affichent en tant que multimillionnaires, qui font les grands dadés sur Internet, mais qui sont vides au plus profond d'eux. C'est malheureux. Tu vois, je vais te dire un truc. Nous, Alexis Chen, qu'on a eu au téléphone une paire de fois, je sais pas ce qui se passe avec ce gars. Et moi, ma théorie, c'est qu'il est vraiment... qu'il a été ensorcelé par un type. Sans déconner, je pèse mes mots. Donc un jour, on parle stratégie avec lui. Et il me dit, attends, il faut que j'en parle à mon papa. Pardon? Attends, j'ai même pas réagi. Donc je redis. Un jour, on parle strat avec lui sur un sujet à la con, hein, comment convertir ses leads sur TikTok. Et il dit, attendez, il faut que j'en parle à mon papa. Et en fait, il va parler à un mec qui n'est pas son père biologique, ni peut-être adoptif, je sais pas. Et en fait, il parle à un mec qu'il appelle papa. Et ce mec-là, donc tu vois, c'est assez drôle parce que pour un mec ultra misogyne qui se croit le roi du monde et qui fait le gars à gonfler les pecs, ce gars-là, mesdames et messieurs, pour ceux qui pensent que c'est une personne avec une forte confiance en lui, etc., sachez que c'est un mec qui prend aucune décision business sans parler à son papa, qui est un mec inconnu au bataillon, mais à qui, pour la moindre petite décision, pour la moindre virgule qui va shifter, il ira demander conseil avant de le faire. Voilà, je drop ça sur la table et de toute façon, il m'en tiendra par rigueur. Il sait qu'il nous doit de l'argent et s'il veut me contacter, il y aura une facture qui lui sera émise. Mais voilà, je le dis parce qu'effectivement, des choses comme ça, il y en a des milliers qui se passent tous les jours. Nous, en plus, les gens ne peuvent pas me mentir parce que comme on s'occupe du B2B et on a collaboré, toutes les personnes qui aujourd'hui sont un peu connues sur le marché francophone, c'est des personnes qui, à un moment ou un autre, ont collaboré avec nous. Donc les histoires, le background du business, nous on le dit souvent, mais on le dit si un jour on vend Closers et qu'on arrête, on fera une vidéo de fin où on enverra des brochettes. Et ce jour-là, ça va piquer. J'ai envie que nous, les histoires qu'on a, c'est grave, tu vois. Mais voilà, donc je balance ça, comme ça, un partout. Balle au centre. On est alignés. Balle au centre. Tu as un dernier point pour la fin? Non, écoute, moi, j'étais content de discuter avec toi. Plaisir partagé. Ça me fait plaisir de voir des personnes, de voir des meufs en plus là-dedans, parce que je pense que la vente, c'est un sujet qui n'est pas encore assez entamé et discuté par des filles. Je pense que les femmes ont un pouvoir immense de négociation et de persuasion. Nous, je pense qu'on a plus de femmes que d'hommes qui collaborent chez Closers, tu vois. Donc ça aussi, c'est une idée reçue. Les gens pensent qu'on a que des gars B2B? Non, sur les vendeurs qui collaborent avec nous. Les gens pensent qu'on a que des gars de 20 ans avec les dents contre le parquet, mais c'est faux. On a aussi beaucoup de femmes, des mamans, etc., qui prennent des calls, qui arrachent le téléphone, qui ont des résultats de dingue. Je suis très content de voir une nana qui accompagne des boîtes à scaler leur département commercial. Je suis content, j'ai l'impression que le marché grandit, que ça évolue, donc content d'avoir discuté avec toi. Merci beaucoup. C'était top. Merci d'être venu aussi et on se retrouve, je mets toutes tes informations
en légende Avec directement. plaisir. Je mets du coup le lien pour Closers si vous voulez rejoindre Closers. Le lien de tes réseaux, Insta. Tu veux que je mette quelque chose d'autre? Insta, YouTube, ce que tu veux, on est de partout. Nickel, parfait. Et moi, vous aurez du coup en description aussi mon Instagram et le lien de mon calendrier si vous voulez justement réserver un audit pour voir sur la partie structuration commerciale, stabiliser vos ventes. Vous avez tout en description. En tout cas, on se retrouve pour le prochain podcast. Merci Alexis pour ta présence. Merci beaucoup, booker un call avec elle. Ouais. Et commencer le call en dropant une objection directe. Voyez si elle peut y répondre ou pas. Si elle peut y répondre, partie du principe qu'elle pourra gérer votre équipe de vente. Allez, let's go. Ciao. Ciao, ciao.